Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Aujourd'hui, une émission du format Super Friends. Encore, toujours, puisqu'on a décidé cette année qu'on allait effectivement démultiplier ces interviews avec les personnes qui font vivre la culture comics, la culture BD, la pop culture de façon plus générale. Et ça tombe bien puisque depuis le mois de septembre, quand on s'est lancé, on s'était dit qu'on allait élargir nos frontières éditoriales en allant aussi parler avec des personnes qui font de la BD en France, mais qui clairement ont un travail multiculturellement influencé. On avait commencé d'ailleurs avec Mathieu Bablet pour Carbone et Silicium il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien. On était avec le label 619 et on revient aujourd'hui avec le label 619 avec Baptiste Pagani qui est avec nous pour nous parler de son dernier ouvrage en date, Les Lames d'Ashura. Bonjour Baptiste. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. On te reçoit donc dans un atelier en plein Paris. C'est très très bonne ambiance pour travailler, j'imagine. C'est pas trop relou avec le couvre-feu de devoir sortir. Enfin, tes journées de travail, comment tu les articules ? On s'adapte. On rentre un peu plus tôt. Moi, de toute façon, j'ai 2 filles, donc je suis obligé d'aller les chercher à l'école à un moment donné. Donc, je suis obligé de faire ça avant le couvre-feu. Et voilà, ça se passe très bien. C'est toujours bien d'aller à l'atelier et de pouvoir travailler correctement. Très bien. Alors, on parle de tes conditions de travail, mais bien entendu, c'est la première fois que tu viens sur First Print et j'ai envie de te poser une première question. Tout simplement, Baptiste, mais qui es-tu ? Comment en es-tu arrivé à dessiner ? Est-ce que tu peux un peu nous retracer ton parcours dans les grandes lignes ? Bien entendu, c'est un exercice un petit peu relou, on le sait, mais il faut quand même bien en passer par là pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore découvert. Non, pas de problème. Alors donc je m'appelle Baptiste Pagani, je suis storyboarder de formation. J'ai fait des études dans les arts appliqués en com visuel. Et je suis auteur dessinateur de bande dessinée depuis maintenant 4 ans, on va dire, 4-5 ans. C'est assez récent comme virage professionnel. Je suis principalement édité chez le label 619. J'ai commencé chez eux avec un épisode de la série Doggy Bags, où j'étais avec David Asteda au scénario dans le tome 11 pour Prison. J'ai fait une petite infidélité en allant chez Delcourt pour bosser sur Axolot de Patrick Beau, que tout le monde connaît, je pense. La série Axolot, un petit 10-12 pages sur donc le Axolot. Et ensuite, après avoir travaillé également pour Mathieu Bablet et sa série Midnight Tales, ça toujours chez le label 119, j'ai bossé sur 2 ouvrages dont je suis l'auteur. Le premier, The Golden Pass, et le second qui est sorti donc très récemment, Les Lames d'Ashura. Pourquoi tu continues avec le label 119 ? J'imagine que c'est c'est les gens avec qui tu travailles qui collent bien, c'est l'esprit de BD qui est véhiculé par ce label. Qu'est-ce qui fait que tu reviens à chaque fois chez eux ? Avant d'être auteur, moi c'était déjà un label que j'admirais énormément. Je pourrais presque dire que c'est le label qui m'a fait me dire ah oui, on peut faire ça en BD, en franco-belge entre guillemets. Ah oui, on a le droit de faire ça. Donc ouais, j'ai toujours été admiratif du travail de Mathieu Bablet, de Ron évidemment, de Guillaume Singelin, et même d'auteurs, j'allais dire annexes mais pas du tout, mais comme Souria. Donc toute cette tous ces mélanges de culture, effectivement, comics évidemment, mais c'est aussi beaucoup manga, anime. Donc c'est littéralement chez eux que je me voyais, et très sincère, enfin que je me voyais, c'est très prétentieux de dire ça, mais que j'aurais aimé à l'époque être édité. Et aussi, je pense très sincèrement que je pourrais pas être édité chez quelqu'un d'autre vu les comment dire, la particularité des scénarios que je propose. L'histoire d'une cascadeuse à Hong Kong dans les années 90, je sais pas si ça apprend beaucoup chez différents éditeurs. Peut-être un peu trop pointu. Qu'est-ce que tu veux dire par pointu ? Pas pointu, mais que c'est pas véritablement universel comme comment dire. Comme sujet, on va d'abord penser qu'il faut une certaine culture sur le cinéma hongkongais, etc. Alors que on peut très bien lire le bouquin sans, mais de base, je dirais pas que ça part pas gagnant en librairie, mais c'est moins, on va dire, général
En gros, je trouve que c'est des produits assez originaux, comme peut en proposer le label au final. Et je vois pas beaucoup d'autres éditeurs capables de proposer ce genre de choses. Donc c'est principalement ce qui m'intéresse chez le label. C'est une question un peu provocante, mais est-ce que tu dirais que tu fais de la BD de genre? Oui, oui, complètement, ouais, bien sûr. Alors je trouve que le terme veut tout et rien dire, sachant que Ouais. alors je vais mettre un peu mes collègues et amis dans le même sac, mais quand on écrit un truc de science-fiction ou un truc sur le traumatisme de guerre qui se passe dans un milieu fictif, un Hong Kong un peu fictif, quand on écrit euh, des choses avec des catcheurs, des aliens, etc. Effectivement, sur le papier, c'est genre, mais au final, le scénario reste tout à fait. On parle carrément d'autre chose. En règle générale, c'est souvent des thèmes qu'on traite et en littérature et en roman et en BD en général, qui sont tout à fait classiques. Donc c'est pour ça que le côté genre, moi je l'accepte volontaire, enfin avec grand plaisir. Mais je trouve que ça veut un petit peu rien dire, hein. Tout est de genre au final, quoi. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous évoquer comment t'es venue l'idée originale des lames d'Ashura, sachant que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt un amoncellement de petites idées qui a fait son chemin, puisque tu expliques que c'est quand même un projet qui a mis une demi-douzaine d'années à voir le jour. Oui, oui. Pour le coup, Ashura, c'est très protéiforme comme projet. Ça, j'ai dû commencer les premières recherches en 2012-2014. Ouais, plutôt 2014, où j'avais deux personnages, donc qui sont les futurs Ikari et Shota, qui sont de la bande dessinée, donc deux personnages féminins que je faisais évoluer dans plein d'univers. J'arrêtais pas de les dessiner. J'avais une espèce de fascination pour ces deux personnages que je créais. J'arrivais pas à savoir si. Enfin, leur relation était très floue entre les deux, mais je les dessinais dans différents univers. Du post-apo, je les dessinais dans de la piraterie classique aussi sur des bateaux, etc. Mais il y avait toujours ces deux personnages et je voyais clairement au fur et à mesure des choses qui se dessinaient par rapport à leur trait de caractère. L'une qui est plus taiseuse, sérieuse, pieuse aussi, et l'autre qui était beaucoup plus épicurienne, etc. Tout ça. Donc à force de les dessiner, je me disais qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Après, il s'est passé plein de choses. Il y a eu Doggy Bag, j'ai commencé à être édité, tout ça. Il y a eu The Golden Pass en même temps, mais je continuais à dessiner un petit peu ces persos. J'ai aussi bifurqué un petit peu en essayant de travailler un univers un petit peu plus jeunesse, mais avec l'histoire d'une jeune fille qui pratique la boxe thaï dans un univers hyper inspiré des peintures Art Nouveau ou comment dire, des contes des mille et une nuits, des vieilles illustrations ou du travail de Yoshitaka Amano de Final Fantasy. Donc il y avait tout ça qui se mélangeait un petit peu et au bout d'un moment j'ai commencé à trouver véritablement ce que je voulais raconter. Ça c'est arrivé vers 2017-2018 pendant l'écriture de Golden Pass et j'ai trouvé à partir du le moment où je me suis dit là c'est bon je tiens quelque chose, c'est le moment où j'ai fait intervenir donc le premier perso masculin, à savoir Osman qui est dedans et je me suis dit lui il va faire le lien pile poil entre les deux. Et à partir du moment où j'avais mon trio, j'avais toute l'histoire qui pouvait véritablement ben, commencer au final, même si il y a eu plein de changements. Au début, je pensais faire 3 tomes, un tome par personnage, etc. Au final, on a décidé d'en faire un one-shot. Bon, c'est assez classique dans la BD maintenant. Et voilà, donc c'est un amoncellement de plein de petites choses, plein d'envies aussi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la construction de l'histoire se fait alors par les personnages. À tout le temps, ouais. Ouais. Moi, c'est enfin, en tout cas pour moi, ça, je sais très bien que c'est pas général ce que je dis, hein. Tout le monde bosse vraiment différemment, mais moi, les histoires qui me plaisent, les histoires qui m'ont plu, et les histoires que j'ai envie d'écrire, elles fonctionnent uniquement parce qu'il y a des personnages. La géopolitique, des trucs hyper compliqués où on blinde de termes techniques, de nanomachines, de méta, je sais pas quoi, de trucs. Ça me tombe très très vite des mains s'il n'y a pas des très bons personnages derrière. Au final, vous pouvez me créer l'univers le plus fou en détaillant tout ce qu'il y a à détailler en termes de politique, de science, etc. dedans. S'il y a un perso auquel je m'attache pas au milieu, en fait, je vais pas le lire, je vais m'en fier, oui, je vais m'en battre. Et alors, comment on rend un personnage attachant? Je sais, j'ai pas vraiment la recette. Ouais, mais Ouais, pas forcément de la recette, mais ta recette. ma recette. Moi, je pars du principe ça commence toujours comme ça. Je pars du principe d'un perso
que je vais adorer dessiner tout le temps, que je vais adorer voir évoluer tout seul, que je vais adorer non seulement par ses qualités, mais aussi par ses défauts. J'adore qu'il soit, j'adore les personnages un peu extrêmes, qui ont beaucoup de failles, et au bout d'un moment, le personnage, il évolue un petit peu tout seul. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais il y a toujours une espèce de magie où on perd un peu son personnage. Il évolue de lui-même au fur et à mesure de l'écriture, donc il va faire des choses. On lui fait faire toujours des choses qui sont en raccord avec son caractère, mais au bout d'un moment, euh, je trouve qu'il évolue toujours un peu tout seul. Donc, je pense que ça a été le cas de pas mal d'auteurs aussi. Enfin, j'en ai discuté avec pas mal d'autres auteurs. Il y a une espèce de liberté, il y a le fait de pas savoir exactement ce qu'il va faire dans 10 ou 15 pages aussi. Au fur et à mesure, il faut se laisser un peu de marge par rapport à ça. Et voilà, il faut et surtout, là, on parlait de recettes. Moi, je pense que l'élément principal, c'est qu'il faut y croire à son personnage. Il faut vraiment le, il faut y croire et quitte à être premier degré, quitte à se planter, quitte à ce que les autres après disent oh, c'est pas terrible, ce personnage-là il est un peu con, oh là il est un peu binaire, etc. Faut jamais, alors ça peut être vrai, mais faut jamais renier le truc. Et encore plus, alors ça c'est vraiment très perso ce que je vais dire, mais le cynisme c'est quelque chose qui m'énerve énormément dans faire oui mais bon ça je l'ai fait comme ça pour déconner. Il y a rien qui me rend plus dingue dans le dans l'écriture en général. Je trouve qu'il faut être sincère, quitte à se planter, c'est pas grave si on a des critiques, mais tant qu'on le fait de manière extrêmement sincère, bah c'est des points de gagner. Moi, toutes les œuvres que j'aime par-dessus tout, c'est des œuvres extrêmement sincères, tout le temps. Et quitte à ce que ce soit un peu kitsch des fois, quoi, mais voilà, si je vois pas autre chose que de la sincérité dessus, je vais le laisser tomber, quoi. Et alors, où est-ce que tu es parti un peu aller chercher tes influences pour le design de ces personnages qui t'ont permis ensuite aussi, j'imagine, de développer tout l'univers, tout le continent donc autour? Oui, alors, de manière générale, l'univers et les références vraiment globales, c'est donc, comme je disais, moi depuis que je suis gamin, je suis extrêmement fan donc, de la série Final Fantasy et du character designer original qui s'appelle Yoshitaka Amano. J'ai tellement d'artbooks et machin et regardé un peu ses artworks que au bout d'un moment, je me suis intéressé à ce qui avait pu l'influencer et du coup, j'ai découvert en fait tous les costumiers, tous les illustrateurs un peu art nouveau, tout ce qui était fin 19e, début 20e, donc Léon Bakst, Georges Barbier, Virginia Frances Terret, etc. C'est des incontournables de ça. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qui te plaît vraiment chez eux? Chez Léon Bakst, par exemple, il y a un côté extrêmement dynamique. C'est presque du Gustav Klimt dans la composition des corps. Les corps sont très déformés, mais sont toujours relativement difformes, mais toujours extrêmement bien travaillés. Surtout, lui, c'était un costumier principal pour des ballets russes, donc il devait dessiner des costumes en mouvement. Il y a aussi énormément de motifs dans ce qu'ils font, comme chez Klimt, des motifs qui étaient très. Il y a un côté très dessin de mode dans ce qu'ils font. Il y a un côté extrêmement riche, extrêmement conte, c'est voilà, c'est riche, c'est coloré, c'est vivant et c'est l'adjectif que j'emploie souvent, c'est que c'est flamboyant. Et moi, j'ai toujours essayé, enfin en tout cas pour Ashura, de faire quelque chose des personnages flamboyants dedans. Donc voilà, ça part d'Amano et puis après j'ai été chercher vraiment véritablement à droite à gauche. Après, il y a énormément d'autres influences qui viennent d'ailleurs. Dont je peux parler si Bah oui, tout à fait, oui. si j'ai Le but, 5 minutes. c'est de développer un petit peu, hein. J'aime beaucoup Masamune Shirow, alors, pas forcément pour Ghost in the Shell, mais j'adore Appleseed. J'adore Akira Toriyama aussi, j'adore tout ce qui est Eiichiro Oda, c'est un énorme modèle aussi pour One Piece, dans justement la liberté qu'il a par rapport au genre qui lui a imposé de créer des milliards de persos avec des têtes différentes, des designs, le moindre troisième rôle dans son truc va être intéressant en termes de dessin. Moi, j'ai déjà dessiné plus d'une cinquantaine de personnages dans Ashura et je galérais déjà à retrouver des modèles. Lui, je pense qu'il y en a plus de 5000 ou 6000. Ils sont tous différents à chaque fois. Ça me fascine. C'est vraiment, encore une fois, je trouve ça très flamboyant et c'est extrêmement riche. Après, j'ai tous mes collègues de dessin, que ce soit Guillaume Singelin, Valentin Sèche, Souria.
On s'inspire mutuellement. Enfin, en tout cas, moi, je m'inspire beaucoup je regarde beaucoup ce qu'ils font. Je suis toujours très impressionné et je m'aperçois aussi qu'on a beaucoup de références en commun. J'ai parlé que d'influence japonaise. Hein, Là, là, pour le on coup. est très asiatique. Toujours, je vais avoir du mal à parler un peu de trucs américains parce que c'est pas vraiment ma culture, hein, même s'il y a des choses que j'adore. Mais pour conclure un peu là-dessus, la véritable étincelle que j'ai eue en me disant j'ai envie de faire de la BD, je veux faire absolument ça. Je te disais qu'il y avait le label à un moment, mais il y a principalement Merwan Chaban, avec Fausse Garde en particulier, qui est mon bouquin de chevet depuis des années. J'ai racheté la réédition il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Déjà à l'époque, je me disais c'est exactement ce que je voudrais faire, et encore maintenant, je me dis j'aimerais être aussi libre, riche, avoir des persos aussi profonds, aussi puissants, parler de choses aussi bien que lui. Voilà, c'est vraiment le modèle absolu en termes de graphiquement et même scénaristiquement et d'écriture de personnages. Et une fois que tu as un peu digéré toutes ces influences, en tout cas c'est vraiment ce qui t'inspire dans ton travail à tous les jours, comment est-ce que tu bâtis après un univers, c'est-à-dire son environnement, ses règles aussi, sa construction, notamment par exemple avec Ashura, avec ces systèmes de ville, d'un monde en fait où le train a toute son importance, ou a été en fait complètement dominant dans l'évolution sa façon de fonctionner et de son paysage. Comment ça se construit dans ta tête? Il faut beaucoup faire de recherche, t'es aussi allé même en termes de paysage du coup, parce que voilà, il y a des influences très orientales, très asiatiques aussi, mais aussi d'Asie centrale, mais aussi un peu d'Inde, puisqu'on voit clairement des références à la mythologie hindoue. Ouais, comment on fait? T'as un énorme album photo sur un ordinateur et puis après tu t'inspires là-dedans. Ouais, voilà, ça va rarement plus loin que ça. J'ai pas été maté j'ai pas non plus lu des récits sur l'hindouisme ou des thèses ou des trucs comme ça. J'ai pas été. C'est un univers que j'ai créé un peu de toutes pièces. J'essaye de faire principalement qu'il n'y ait pas de choses qui se contredisent dedans. C'est surtout ça comment dire, le point principal. Après, en termes de profondeur, comme je reste souvent axé sur les personnages dessus, donc on est sur une focale assez courte. Au final, il y a très peu de choses, à part 2-3 moments où je présente une grande ville avec une arène ou des choses comme ça, où j'ai mis un narrateur pour expliquer un petit peu la situation et politique et géographique du truc, mais à aucun moment je dessine de cartes ou de trucs comme ça. Peut-être que je devrais en mettre un peu plus, parce qu'il y a plein de fois où j'ai un peu peur de pas être raccord, de me contredire un peu sur certains trucs. Après, pour ce bouquin-là, j'ai été suivi par j'ai eu une relecture éditoriale, donc par le label, pour le coup, Guillaume et Mathieu, Guillaume Singelin et Mathieu Bablet en particulier, et eux fonctionnent à peu près comme moi en termes d'écriture aussi, sur des choses. Donc s'il y avait vraiment chose qui leur avait sauté aux yeux, je pense qu'on s'en serait rendu compte. Après, pour tout ce qui est documentation, oui, si j'ai des trains à dessiner, je vais regarder évidemment, je vais me faire une collection de trains non seulement réalistes, enfin de trains qui ont existé, etc., de vrais modèles. Je vais me faire aussi une collection de trains. Je parlais de Final Fantasy tout à l'heure, il y a des superbes trains dans le 8, dans le 6, etc. Je vais collecter un petit peu tout ça. Pour les vêtements, les modes, je regarde un petit peu ce qui s'est fait, et dans les contes, dans les livres de contes, dans l'illustration, comme je disais pour Léon Bakst, dans les catalogues de costumes de ballet russe de 1900. Et la référence peut-être la plus, entre guillemets, pointue que j'ai été chercher, c'est pour les mouvements de danse de Haussmann. Et ça, je le dis parce que ça fait marrer un peu en général. J'ai découvert qu'il y avait des danseurs du ventre qui existaient en Turquie, donc ça s'appelle les aînés, je crois, j'espère que je prononce bien. Mais j'ai mélangé ça beaucoup avec du voguing. Le voguing, c'est un type de danse qui est apparu dans les années 70-80, c'est et disco et un peu house, etc. Il y a une chanson de Madonna qui s'appelle Vogue qui parle de ça. C'est typiquement dans la culture gay, je pense, et boîte de nuit, et c'est des mouvements qui sont très amples, très très méthodiques, très pour caricaturer, tu vois Jojo Bizarre Adventure, les personnages sont quasiment tous en pose de voguing tout le temps. C'est des trucs très très mode, très très podium, un peu très très show-off, et c'est extrêmement beau. Et
que ce soit des hommes ou des femmes, justement, le genre importe peu dedans, et tout le monde a une espèce de grâce un peu géante, et je me suis beaucoup basé là-dessus pour les mouvements de danse de Haussmann, qui sont pas du tout des mouvements de danse traditionnels. En fait, Haussmann vogue dans Ashura. Qu'est-ce que ça a évoqué pour toi de mettre la danse à ce point en termes d'importance dans le récit, parce que c'est assez central là, pour définir Haussmann en tant que caractère, mais aussi parce que il y a vraiment, je veux dire, le fait que tu as une troupe de danseurs qui intervient à un moment, le fait qu'au final, ces pas de danse puissent aussi être utilisés comme mouvement de combat par la suite, tu as vraiment vraiment quelque chose d'important là-dessus. Il y avait principalement l'idée de... En gros, sans spoiler le bouquin, il y a une opposition qui est entre un personnage épicurien, un personnage extrêmement pieux avec qui se met beaucoup de contraintes et qui refuse énormément de choses. Et pour faire le lien entre les deux, je voulais un personnage extrêmement libre, mais du côté artistique, en fait, pour mettre d'un côté les 3 chapitres du bouquin s'appellent la guerre, la danse et la foi. Donc il y a l'art, les conflits militaires et les croyances. Donc juste, on est d'accord que le fait d'avoir 3 arcs, c'est pour les 3 personnages et que ça, en fait, c'est la façon de... Tu disais avant que tu voulais faire 3 tomes, mais tu as réduit ça à 3 arcs. C'est exactement ça. Chaque tome devait s'appeler comme ça normalement. Et puis je trouvais que ça faisait un truc un petit peu pompeux, un peu cool d'appeler un tome La guerre. L'autre, il s'appelle La foi. Ça faisait genre, j'avais fait une grande œuvre. Et donc ça me faisait rire. Et puis du coup, on l'a gardé. Et en plus, oui, il y a un chapitre par personnage pour les équilibrer tous, parce que les lecteurs verront, mais j'estime ne pas avoir fait une charge contre l'un ou l'autre, quoi. C'est même, j'ai lu à droite à gauche des fois des gens qui disaient que c'était un bouquin anti-religieux, alors que pas du tout. C'est 3 points de vue qui se défendent, et du coup je voulais ramener surtout le côté de l'art et de l'importance de l'art c'est des débats qui reviennent très souvent. On l'a vu là pendant le confinement, il y a eu je sais plus, un truc qui a tourné sur internet sur les métiers utiles ou pas utiles, et évidemment artiste, c'est tout en bas de la tier list. C'est pas utile du tout, ouais. Ça, voilà, et c'est un truc qui revient quand même souvent. La question de l'art est quand même très au centre de beaucoup de choses par rapport à ça, sur l'utilité, effectivement. Et puis, nous, en tant qu'artistes, pendant les confinements, etc., ça nous a, en tout cas pour la plupart, ça nous a tous traversé un peu l'esprit. À quoi on sert? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein? À quoi ça rime de faire une BD, de raconter des trucs, alors qu'il y a une pandémie mondiale? Et c'est un... c'est quand même un délire. Donc, ça part de cette question-là. Effectivement, moi, j'ai voulu mettre la danse pour évidemment pas mettre la peinture ou le dessin en sous-texte, mais c'est l'art en général. Et puis surtout, je trouvais que ça équilibrait beaucoup par rapport à la pratique qu'ont Ikari et Shota, l'une qui est très sur la fête, la bouffe, la baise, la guerre, des trucs machin, et l'autre qui est très très dans le recueillement, dans l'introspection. Je trouvais que voilà, ce côté danse, et puis ça me permettait de dessiner, pour en rajouter un peu, ça me permettait de dessiner aussi toute une partie, alors je vais dire un peu en plaisantant, une partie Priscilla folle du désert, avec comment dire, j'avais envie de raconter quelque chose avec un groupe très cabaret, très fête, qui extrêmement exubérant, qui représente vraiment l'art, c'est la liberté, je trouve. Donc la danse, les paillettes, le maquillage, quel que soit le sexe, le corps, etc., tout ça. C'est vraiment quelque chose que je tenais à mettre dedans, donc c'est pour ça que c'est aussi central dans le livre. Est-ce que tu as tranché sur la question de votre utilité, du coup, après ces mois de confinement ou pas? Non, j'ai toujours pas tranché. Moi, évidemment, je trouve ça important pour moi, parce que je sais faire que ça. Donc forcément, j'ai pas envie. Si je me mettais à me dire que ça sert à rien, je saurais pas quoi dire. Évidemment, oui, j'en parle à la fin justement des lames d'Ashura. C'est important dans le sens où ça véhicule extrêmement beaucoup de choses, et c'est des choses qui restent au final avec le temps. Ça reste l'art et la culture, ça reste au moins autant que les conquêtes martiales et que les mouvements religieux. Ça me dure même plus longtemps des fois. Donc oui, je trouve que c'est toujours très important. Peut-être pas sur le moment présent. Enfin, si, on l'a vu avec
Tu le vois quand même, enfin, on fait une parenthèse là-dessus, mais de mon avis, quand on voit aussi l'augmentation du nombre de dépressions, de personnes qui sont en train de péter des câbles à juste travailler, rien faire d'autre, tu vois aussi que toute forme d'art, en tant qu'échappatoire aussi, en tant que œuvre de distraction, parce qu'on n'est plus dans une société où on doit juste bosser pour vivre et qu'il y a une réelle utilité pour la santé mentale des gens, en fait. Ah, complètement. Ça, j'en suis convaincu aussi. Et effectivement, là, on a eu le stress test pendant 1 an de voir ce qui se passait quand on fermait les cinémas, quand on ferme les salles de concert. Heureusement, je pense, resté tout ce qui est consommation numérique. Les jeux vidéo, ça s'est jamais aussi bien porté. La bande dessinée, au final, les gens achètent. Moi, je vois les gens que j'ai en dédicace, ils se déplacent quand même, malgré les couvre-feux, malgré les contraintes, malgré les réservations. Je pense qu'il y a un véritable intérêt pour ça. Et moi-même, on me retire ça, je veux dire, je vois plus trop l'intérêt de continuer, quand même. Si on me retire tout le côté culturel et tout ça. Mais, Autre symbolique importante dans ton bouquin, le train. Parce que c'est par là que ça commence. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le continent, tu dis, mais c'est vraiment la plus importante, c'est le train. Qu'est-ce que c'est pour toi vraiment là-dedans? C'est expliqué au début du bouquin, c'est la chose qui fait sauter les frontières en fait entre les différentes régions. Donc les gens communiquaient pas vraiment avant, et du coup, comme ça fait sauter les frontières, ça fait aussi sauter les peurs et les craintes des gens. Et les peurs et les craintes étaient avant, c'était un peu on va dire l'apanage et le patrimoine de la croyance. Au final, les gens étaient rassurés par leur croyance. Et du coup, moi, ça me permettait de démarrer le livre là-dessus sur un constat, de dire maintenant les gens ils voyagent et ils s'éclatent, hein, et avec les nouvelles technologies, et ils croient de moins en moins en Dieu. Donc qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça? Qu'est-ce que ça va amener mais encore une fois, ça a été pensé uniquement parce que j'avais un personnage qui était là-dessus, qui était véritablement j'ai un personnage qui lui croit fermement à la foi et à la foi en tant que chose qui permet de guider les gens véritablement. Et c'est encore maintenant source d'énormément de conflits et de choses comme ça dans notre univers. Je vois beaucoup de choses. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de gens qui étaient en train de faire des autodafés de manga, quoi. Ah oui, on a Voilà, vu ça. c'est une connerie, évidemment, mais je veux dire, ça existe encore, ce genre de truc-là, quoi. De bêtises un peu. Enfin, ça rappelle quand même des heures pas terribles. Ça a jamais été une symbolique forcément bien perçue. La piraterie, pourquoi des pirates? Ah, la piraterie, il y a toujours ce côté un peu liberté. Les gens font un peu, ils sont affranchis de gouvernement, justement, de religion, de croyances, de trucs comme ça. Il y a un côté un peu anarchiste, moi, qui me fascine. Après, je suis pas Toi, tu vas pas braquer des trains? Non, mais non, j'estime que c'est pas bien de braquer des trains, etc. Et en plus, la vision que j'utilise de la piraterie, c'est une vision extrêmement fantasmée, c'est une vision romanesque, c'est pas du tout la véritable. Là, tu prends de nos jours ce à quoi ressemble un pirate, c'est pas du tout de l'amour, c'est pas du tout. Donc moi c'est plus un truc un peu symbolique en plus, mais après voilà, là où j'ai dans mon bouquin, j'ai chargé un peu aussi le côté extrême c'est des pillards, des vrais pillards. Ils sont pas que sympas, ils font aussi beaucoup de morts, ils font ils terrorisent des gens, ils font beaucoup de mal, ils empêchent les échanges commerciaux, ils affament des régions uniquement. Donc c'était le but aussi de casser un petit peu ce mythe-là auquel je croyais, qui m'a fait fantasmer quand j'étais gamin, tout le temps. Et puis c'est une bonne occasion en tant qu'auteur adulte maintenant de tordre un peu le cou à ces idées-là, quoi. Mais est-ce que vous êtes des gentils pirates? Non, on n'est pas des gentils pirates, ça n'existe pas, ça. J'avais une question quand même vraiment très très précise et je suis pas sûr que tu l'aies forcément envisagée, mais avec la figure d'Ashura et sa famille quelque part de filles adoptées, et avec Osman, ça m'a énormément rappelé Maman et ses pirates de l'air dans La pute à le château dans le ciel. Oui, alors ça j'y pensais seulement après, mais après tu je l'ai revu après en me disant ah oui, mais c'est vrai qu'il y a ça, effectivement, c'était tellement génial. Sauf que elle a c'est des bons hommes dans le château dans le ciel. Des bons hommes, des gros gaillards d'ailleurs, c'est ce qui rend le truc un peu encore plus drôle, là, des gros gaillards barbus. Et elle aussi est très très mastoc et très machin, et c'est un super personnage. Les personnages de Miyazaki en règle générale, c'est un sans faute. C'est pas trop compliqué de gérer une intrigue qui se déroule quand même avec un certain laps de temps. Tu dois aussi faire un peu des ellipses parfois. Alors souvent c'est plus facile de le faire entre deux chapitres effectivement, mais tu as quand même une évolution des personnages à maîtriser en plus de l'histoire que tu veux raconter.
c'est pas trop dur à structurer. Alors, est-ce que tu le fais dans ta tête? Est-ce que j'imagine que peut-être c'est parce que tu as tout couché sur un storyboard avant d'attaquer les planches alors? Tout à fait, ouais. C'est même couché un peu au script au début. Moi, je suis partisan de. Il y a plusieurs manières d'écrire, hein. Là, il y en a plein. Moi, la mienne, c'est quand même de bien tout verrouiller un peu au début, quitte à faire un peu des infidélités après et à changer un peu au fur et à mesure de l'écriture. Mais globalement, mais de toute façon, moi, c'est comme ça que je vends mes projets aussi. Et c'est comme ça qu'on me les signe au label, c'est qu'ils veulent... Et d'ailleurs, c'est un conseil moi que je peux donner aux gens qui veulent un peu commencer, se lancer dans l'écriture ou à présenter un éditeur. Je pense que c'est intéressant, enfin c'est très important de savoir ce qu'on veut écrire, surtout de savoir où on va et ce qu'on veut raconter. Donc pas forcément écrire une fin absolument coulée dans le béton qui bougera pas, mais au moins dire, voilà, moi l'intérêt de mon bouquin, c'est ça, je veux parler de ça, et à la fin, il va normalement se passer ça. Du coup, moi, ces contraintes-là, et je reviens sur ce que tu disais sur les nombres de pages, ça me pose pas véritablement de problème. Au contraire, je trouve que c'est des très bons garde-fous. Parce que Ashura, par exemple, il y a une cinquantaine de personnages. Moi, il y a des designs que j'adore dedans. Mon personnage préféré, c'est celle qui est très balèze, qui s'appelle Toho, qui est la médecin du groupe. Je pourrais écrire 40 pages sur ce perso. Après, est-ce que ça aurait un intérêt? Je sais pas. C'était une question subsidiaire dans le fait que tu as quand même un univers assez riche que tu as développé dans ce one-shot. Il n'y a pas une envie de faire des spin-offs quand même à un moment ou à un autre? Bah, je pourrais, mais en fait, non, je vais avoir envie de dessiner autre chose et de passer à autre chose. Et après, oui, effectivement, il est assez, l'univers est assez riche. Et encore une fois, je vois par rapport à la question que tu as posée qu'effectivement, il y a des moments qui vont assez vite dedans. Il y a aussi pas mal d'ellipses, il y a aussi pas mal de choses. Et aussi, ça, j'en suis bien conscient et c'était volontaire, il y a plein de persos qui sont pas creusés, qu'on aimerait bien avoir. Alors, moi, je prends ça comme un compliment parce que ça veut dire on s'attache un petit peu à tel ou tel perso, même si on le voit pas. J'ai essayé de les faire vivre en hors champ, qu'on se dise, ah tiens, elle traîne souvent avec elle, ah, c'est marrant, elle a un petit ami maintenant, machin, elle traîne souvent avec ce petit mec, etc. Mais en 150 pages, c'est pas assez. C'est pas suffisant pour véritablement développer, hein. C'est aussi pour ça que je te parlais au début de références exclusivement japonaises, parce que le manga, ça a toujours été un format où les gens, ils avaient le temps de creuser. Enfin, le temps. Ils travaillaient comme des forcenés aussi. Mais en 25 tomes de GTO, on peut avoir qui est un de mes mangas de référence absolue. En 25 tomes de GTO, tu peux avoir une chorale de 10 personnages, tous aussi bien écrits les uns que les autres, tous aussi cool. Ce qui est moins le cas dans un 150 pages, tu peux pas, t'es obligé de te focaliser sur. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça quand même bien qu'on ait ces contraintes-là. Parce que du coup, on tombe pas dans le piège de faire 400 pages alors qu'il y en avait besoin que de 150, quoi. Ouais, c'est pire si tu t'étends et que t'as rien à dire plutôt que si tu dois oui, te concentrer. c'est risqué, quoi. Et quand je parle du manga, en plus, c'est très très. Mon exemple est faux parce que c'est des séries, c'est des trucs qui sortent toutes les semaines. C'est pas du tout le même format que de sortir un one shot ou un truc comme ça. Il y a même des séries de manga, il y en a un paquet qui ne savent pas comment finir, qui patinent. Je parlais de Toriyama tout au début. Moi, je suis un énorme fan de Dragon Ball. J'aime pas vraiment Dragon Ball Z, hein. Même si j'adorais ça quand j'étais gamin, je trouve ça tire sur la corde. Il sait plus quoi faire de ses persos. Il s'ennuie littéralement et en dessin et en écriture, hein, à partir. Enfin, Dragon Ball Z, ça n'existe pas, mais à partir les 20 derniers tomes, on va dire. Et ça, j'ai pas envie que ça m'arrive, et que ça arrive aux auteurs que j'aime, quoi. C'est toujours un peu embêtant, quoi. C'est pas quelque chose que tu aurais voulu envisager d'avoir un format de publication qui se rapprocherait du manga pour un univers comme ça, notamment pour ces questions de développement de personnages secondaires? Ah si, c'est une expérience que j'aimerais véritablement tenter un jour, même tout simplement tenter du noir et blanc et de la trame. Ça me plairait énormément. Après, je sais très bien, je connais la réalité du marché français. Le manga, le franga, comme on appelle ça. Ça marche pas. C'est un joli thème. Ça a du marche. mal. Les choses qui marchent, c'est des exceptions, j'ai l'impression. C'est Radiant, c'est des trucs comme ça. Et je pense qu'il y a un Tony Valente pour je sais pas combien, pour une trentaine, quarantaine d'auteurs. Et il y a des choses véritablement que j'adore, hein, dans le manga à la française. Je parlais de Souria tout à l'heure, hein, qui est un ami. Je suis ultra fan de ce qu'il a fait avec Tali, mais je vois comment c'est compliqué éditorialement. De vouloir ne faire ne serait-ce que 5 tomes, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est des choses qui me refroidissent par rapport à ça et qui me font opter maintenant, de base, dans un format plus court, un format one-shot. Au moins ça marche pas, mais au moins on peut passer un autre bouquin si jamais... voilà. Mais je dis ça, le prochain projet que j'ai, c'est une série de 3 tomes, un peu plus court, donc
Donc, Dont les prémices étaient déjà inscrits alors que tu faisais les lames d'Ashura, c'est-à-dire que quand tu es déjà en train de dessiner, tu penses aussi à la ouais, suite. mais c'est pas moi le scénariste pour le coup là. D'accord, ok. Du coup, donc c'est un truc qui s'est fait un peu tout seul. C'est une série jeunesse en Hmm. 3 tomes et avec Aurélien Ducoudray. Ok, parfait. Qui va parler d'arcade, de salles d'arcade et compagnie, de trucs comme ça. Donc ça va parler de jeux vidéo, un autre truc qui me passionne beaucoup. Ouais, et que t'as aussi des référents dans le jeu, du jeu vidéo. Alors, tu mentionnais Final Fantasy, t'en as, j'imagine, d'autres, peut-être Street Fighter aussi, parce qu'il y a notamment une case en particulier dans Ashura où on voit donc deux combattants en position avec enfin, un autre dessin qui se superpose dessus. Est-ce que c'est emprunté à Street Fighter notamment? Avec les surimpressions, ça c'est Ouais, plutôt Chevalier du Zodiac, Chevalier du Zodiac plutôt. le truc, ouais, c'est le délire avec l'illustration animalière, là, quand on envoie un coup, c'est plutôt... non, après, Street Fighter et compagnie, je suis un gros joueur de jeux de combat. C'est vraiment je trouve que c'est les jeux qui racontent le plus de choses, le type de jeux vidéo, même plus que les RPG, etc. C'est un truc qui me fascine, j'adore le caractère design de la grande époque de Capcom, etc. Je joue encore beaucoup, parce que le planning permet, Ouais. évidemment. Mais ouais, c'est un truc qui me fascine et je suis assez content de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'un petit peu dans une future bande dessinée. Ouais. Il y avait un point vachement sur lequel j'avais envie qu'on s'attende aussi un petit peu, c'est le dessin de représentation en fait des femmes et des hommes et des corps en fait surtout, puisque notamment par ton style, mais aussi par les choix que tu as fait avec voilà un ensemble d'une cinquantaine de personnages, dont majoritairement féminins, que tu as travaillé pour diversifier les apparences, les corpulences, les formes, tout ça. Comment on fait pour essayer de diversifier et aussi par le message, il y a sûrement un message aussi derrière que tu veux envoyer là-dedans. Parce Oui, qu'il y a oui. des codes quand même si c'est pas forcément évident, mais il y a toujours des stéréotypes et des clichés dans la façon de représenter les personnages féminins en bande dessinée, aussi les personnages masculins, puisque Haussmann est quelque part assez androgyne, et aussi même dans ta façon c'est une question très longue, mais même Oui. dans ta façon de les dessiner avec la nudité, parfois c'est des lignes qui... Tu sais pas si c'est des femmes, est-ce qu'on voit des pectoraux, est-ce que c'est des seins qu'on voit sur des corps d'hommes, tu joues un petit peu vraiment avec ces codes-là. Oui, 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 bah ça c'était une volonté et sans être parti directement dans une espèce de discours militant ou quoi que ce soit euh, dont enfin, je me sentirais pas d'être porte-étendard de quoi que ce soit par rapport à ça, mais simplement, oui, c'est volontaire. C'est parti il y a longtemps, c'était peut-être ma femme un jour qui m'a dit c'est dingue, toi tes persos masculins on dirait des femmes et tes persos féminins on dirait des mecs. Et je l'ai pas du tout mal pris, j'ai dit c'est intéressant ça, et je sais qu'il y a d'autres auteurs qui sont un peu dans le même cas que moi, où des fois on a du mal à reconnaître. Je trouve ça hyper intéressant, surtout en ce moment, où les lignes bougent un petit peu par rapport à ça. Et oui, moi j'ai décidé de faire de ce, entre gros guillemets, défaut, un truc, une ligne graphique. Euh, je trouve ça dans la caravane d'Ashura, dans les lames d'Ashura, dans la cinquantaine de nanas, soixantaine de nanas, il y en a pas une qui a un physique similaire à l'autre. Il peut y avoir des petites maigrichonnes, mais toujours un peu musclées, des femmes beaucoup plus grosses, voire un peu obèses, des femmes extrêmement charpentées avec un corps d'homme. Il y en a avec des grosses poitrines, des petites, il y en a avec du poil sous les bras, il y en a avec du maquillage, d'autres non. En gros, le tout, c'est de dire, bon, bah voilà, il n'y a aucune règle. Hein. De toute façon, c'est aussi ça la piraterie, c'est aussi ça de vivre en côté, c'est qu'il n'y a aucun code à suivre hein, directement. Osman, le truc que je trouvais intéressant à dessiner, c'est que c'est un petit gars, c'est le seul petit gars parmi 60 nanas. Qu'est-ce qui se passe quand ça se, quand ça se produit ce genre d'événement, quand il y a un mec par rapport à des films, je pense là naturellement qu'on vit un peu comme on est influencé par les femmes qui y a autour. Donc, donc je trouvais ça bien qu'il n'y ait pas vraiment de frontières par rapport à ça. Je trouve ça assez joli, assez beau. Et on en revient au concept de ce que je disais d'être flamboyant. Tant que le personnage est... Pour être flamboyant, il faut pouvoir s'exprimer véritablement, il faut pouvoir vivre, envoyer énormément une bonne image. Donc pour pouvoir le faire, il faut pouvoir s'affranchir de n'importe quelle restriction de corps, etc. Et c'est quelque chose dans le bouquin que va essayer de freiner un petit peu Shota, justement, par rapport à ça, pour retourner vers quelque chose d'un peu plus spirituel et intérieur. Donc il y a l'opposition de l'intérieur avec l'extérieur. Mais globalement, oui, moi c'est ça qui m'intéressait. Et pour répondre à ta question de comment on dessine un petit peu ça, c'est pareil, on se documente et il y a un... Pardon, il y a un... Comment
Il y a une image qui a beaucoup tourné également sur Internet à un moment. Il y a une image assez connue de femmes sportives de haut niveau qui sont qui posent les unes à côté des autres, qui sont en slip et en soutien-gorge, enfin en brassière. Et on voit que selon qu'on soit lanceuse de poids, gymnaste, cycliste, etc., ça va pas du tout être le même corps. Pourtant, c'est toutes des sportifs, pourtant, c'est toutes des nanas extrêmement fit, mais elles vont pas du tout avoir la même corpulence. C'est quelque chose qui est évident chez les mecs, ça, c'est un truc, on se le dit depuis le début chez les mecs, mais pourquoi, du coup, on l'applique pas aux personnages féminins dans les BD? Pourquoi mais je parlais des jeux de baston tout à l'heure, pourquoi dans les jeux de baston, à 90%, 95 même c'est des nanas gaulées, grosses comme des brindilles, avec des gros seins et souvent des vêtus qui se battent, alors que c'est pas du tout ça quand on a un physique de combattant, quoi. C'est pas Dead or Alive. Ouais, par God Dead or Alive, ça est parti très très loin dans ce truc-là et ça me fait presque rire, mais même globalement, là où vous allez avoir un catcheur, un mec de close combat, un mec qui fait du Muay Thai, ça va être un physique hyper différent. Par contre, la nana, elle a le physique de nana, pas du tout de l'art martial qu'elle pratique. Hormis une ou deux exceptions, comme dans Street Fighter 3, etc., où là, on a vraiment fait des corps. Il y avait des chara designers qui étaient un peu avant-gardistes là-dessus. Mais voilà. T'as pas peur qu'on te reproche de vouloir faire du politiquement correct dans une BD Ouais, non, non, ça pour le coup. Non, et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit. Parce que tu disais que tu voulais pas être militant non plus, et pourtant, il y a quelque chose de militant quand même, malgré tout, parce Non, que c'est une BD qui réussit à sortir de certains codes. Je dis que, alors je vais préciser ça, je me dédouane pas du tout du côté militant du truc, c'est juste que je le mets pas en avant parce que en fait, des BD militantes, il y en a des 10 fois plus militantes et sur le féminisme, etc., écrites par des femmes, etc., et que c'est pas mon rôle de dire oui, alors moi j'ai écrit cette BD pour manifester, hein. Je trouve, en gros, c'est simplement, moi c'est en tâche de fond ce truc-là. Si ça paraît militant, enfin, je trouve ça dingue que ce soit moi, je trouve ça dingue que ce soit si original que ça, ma BD, dans la production actuelle. Ça devrait pas être original, ça devrait être pas une norme, mais ça devrait être il devrait y en avoir beaucoup des BD comme ça, elles devraient être beaucoup foutues comme ça. Donc je peux pas dire que ça a été fait dans un comment dire, un esprit ouais militant. Je pense pas, je l'ai pas fait comme ça. Après, si ça permet aux gens d'avoir des idées, de se poser des questions et tout, c'est tant mieux. C'est ce que je cherche évidemment. Si ça prête à réfléchir, c'est vraiment génial par rapport à ça, quoi. T'as un regard un peu critique sur le fait justement qu'une grande partie du reste de la production soit tellement un peu structurée et du mal à faire bouger les lignes. C'est en train de changer. Après, comme encore une fois, c'est une histoire de génération aussi. Les gens qui écrivaient avant écrivent pas comme nous. Nous, on écrit. Ça sert à rien de jeter des pierres parce qu'elles remontent pas dans le passé de toute façon. Donc, c'est fait comme ça. Faut savoir comment dire, interpréter ça. De plus, les BD égalitaires et les œuvres en général, il y en a déjà plein qui ont été faits avant. On n'a clairement pas inventé la poudre non plus. On parlait de Miyazaki tout à l'heure. Mm. C'est un modèle. On parle de Mother Sarah. C'est juste dessiné par Otomo, je crois que c'est pas lui au scénario. Mais Mother Sarah, c'est complètement là-dedans aussi. Même des trucs. Ouais, même, je pense qu'il y a même beaucoup de choses dans les œuvres japonaises et tout ça qui ont pavé énormément la route à ce qu'on puisse maintenant faire de manière un peu plus. Euh, je parlais de références tout à l'heure. Moi, les deux nanas que je dessine depuis longtemps, Ikari et Shota, c'est clairement par réflexe d'un type de production qu'il y avait quand j'étais gamin dans les animes ou dans les mangas. Il y avait souvent un couple de nanas en héroïne, Dirty Pair. Enfin, chez nous, c'était Dan et Dani, je crois que ça s'appelait. You're Under Arrest avec les deux nanas flics. Gunsmith Cats. Il y a plein de tandems comme ça. J'ai toujours trouvé ça hyper bien. Et on peut pas dire que ce soit féministe parce qu'elles étaient évidemment très souvent sexualisées. C'était quand même pour un public de mecs, etc. Mais ça sous-tend quand même, c'était deux petits personnages qui avaient pas besoin de mecs, qui évoluaient vraiment véritablement de somme. Donc il y avait, je trouve, quand même déjà une force. Il y avait déjà un truc un peu avant-gardiste là-dedans. Dessus, et beaucoup moins cruche et bête que ce que ça laisse à penser, quoi. Tout comme Sailor Moon, par exemple, là, qui est carrément différent parce que ça va beaucoup plus loin dans le délire, mais voilà, ce genre de choses-là.
D'accord. Et tu mentionnais du coup alors que après là tu vas faire donc de la jeunesse avec du coup Drake. Comment on aborde un peu la jeunesse par rapport à qu'est-ce qui change un peu à ta façon toi d'aborder un peu les œuvres jeunesse par rapport à un Ashura, un Golden Pass qui est clairement destiné à un public adulte. Ouais, alors on m'a dit ado aussi pas mal pour Ashura et Golden Pass. J'ai été dans Oh des... bah Ashura, il y a vu les thématiques, la brutalité, Ouais, je sais même pas. le Ça, cul, il y a encore quand une même fois, un peu moi, de quand c'est ouais. sorti, quand j'ai eu une excellente critique de Golden Pass par Télérama, je crois, qui m'a mis dans la catégorie ado, je le prends, ça aussi. C'est pas Ouais. du tout une insulte d'écrire pour les ados. Au contraire, c'est un âge où on a besoin de se former, de lire des trucs et tout, etc. Au contraire, je suis très... Non, non, je prends pas ça comme un... C'est pas du tout péjoratif. Pardon, pour revenir à la question que tu me posais, bon déjà, oui, il va y avoir un petit peu de graphisme à retravailler, je pense. Donc je vais peut-être un peu changer de méthode de travail, hein, histoire de... Dans Ashura, je suis parti véritablement dans des délires que je contrôlais presque plus vers la fin. Par exemple, tous les personnages, tu peux regarder chaque case, chaque personnage a une grosse veine qui palpite sur le front, Mhm. sur les bras et tout ça, parce que ça me faisait marrer de dessiner ça. Là, on va se calmer, je pense, un petit peu plus pour parler aux enfants. Ouais. Et, et ouais, mais ça va être plus synthétique en termes de dessin, peut-être aussi voir des gammes colorées, etc. Et dans l'écriture, donc c'est Aurélien qui travaille beaucoup là-dessus. On en discute un peu tous les deux. Il y a toujours un bon ping-pong, un bon échange. Et il faut s'intéresser à ce à quoi peuvent penser des gamins d'entre 11 et 14 ans. Qu'est-ce qu'ils traversent dans la vie? Ils traversent beaucoup, beaucoup de choses. C'est le collège. C'est quand même pas la Mhm. meilleure période. Enfin, pour la plupart des gens, c'est Non, pas c'était pas ouf. top. Non, c'était pas ouf du tout. Donc, faut voir si. Moi, je sais qu'il y a eu des œuvres quand j'étais gamin, je pense, qui m'ont fait un peu tenir quand ça allait pas, quoi. Et sans prétention, se dire tiens, si je pouvais être une de ces œuvres pour plus tard, ce serait cool. Donc faut faire gaffe à ce qu'on écrit, il faut mettre encore une fois des personnages et positifs et en tout cas, même s'ils sont pas positifs, qui vont dans le bon sens et qui donc ouais, voilà. Et puis parler, je sais pas. Et on va parler de plein de choses dessus, du rapport avec les parents aussi, du rapport avec l'école, à la mode. Ça va parler de bien d'autres choses que du jeu vidéo au final. Le jeu vidéo, c'est une toile de fond. Ouais, un prétexte Ouais, ouais, pour faire ton histoire. tout à fait. Je reviens quand même sur Ashura, mais on n'a pas abordé un point qui est un peu juste le côté technique. Tu parlais de changer ta façon de travailler. Ouais. Tu dessines en tradi, tu dessines en numérique, et par rapport aussi aux couleurs, comment tu fais ça? Alors j'ai un process qui est un peu alambiqué, mais je crois qu'au final pas mal de dessinateurs ont. Moi, tout ce qui est storyboard, croquis, je fais tout à l'ordinateur pour avoir le storyboard, c'est la partie que j'envoie principalement à mes responsables éditoriaux pour qu'on discute. Ça et le script évidemment. Du coup, plus je peux faire des modifs à la volée, mieux c'est. Donc c'est ordinateur. Par contre, j'ai jamais réussi à m'éclater en termes d'ancrage sur ordinateur. J'ai toujours besoin d'un moment d'avoir un boulot sur papier, donc j'imprime tout ce qui est croquis, j'encre, ça me fait des planches originales pour le coup papier. Ensuite, je rescanne et je passe la couleur sur ordinateur. Donc c'est pas de la peinture Non, non, mais on me traditionnelle. pose souvent la question, donc ça me fait plaisir. C'est bien que ça fasse, ça puisse faire un peu l'arnaque. Pour le coup, non, c'est une texture avec des aplats, tout bête, hein. Sur Photoshop alors vraiment Alors, je suis, pour faire un peu de promo, je suis passé sur Clip Studio Paint depuis, qui est la nouvelle version de Manga Studio. Enfin, depuis des années, et qui est un logiciel véritablement fait pour le dessin. On peut pas faire grand chose d'autre, on peut pas faire de photos, etc. dessus. Par contre, on peut faire du dessin et ça le fait merveilleusement bien. Et je bosse sur un iPad maintenant aussi. D'accord, ouais. Comme ça, je peux C'est bosser. vrai que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, où les tablettes, les Cintiq et tout ça sont remplacés On par des pouvait iPads. déjà bosser partout. On bossait déjà énormément avant. Maintenant, on a encore plus de raisons de bosser énormément vu qu'on l'emmène partout. Moi, je bosse dans le train, je bosse. Il n'y a pas un danger, il faut que tu te coupes un petit peu aussi du travail des Faudrait fois, que non? Oui, ouais, à un moment, il faut se calmer un peu, mais c'est pareil, c'est toujours pareil. La situation des auteurs n'est pas payée des masses, hein. On a Mhm. mine de rien, la BD de 50 planches, c'est quelque chose qui est relativement rare maintenant. On est beaucoup dans des 100, 150, 180, sauf qu'on est quasi payé comme si on en faisait 50. Et ben, du coup, voilà, faut, pour pouvoir en vivre toujours et être bien, enfin relativement bien, en tout cas survivre de ça, faut se manier de travailler. Donc, faut travailler. Moi, je travaille toutes les vacances, je travaille pas mal le week-end, je travaille le soir, voilà. Et je suis vraiment pas le seul, hein, Mhm. c'est plutôt une norme. Et ta position sur justement toutes ces discussions qui ont cours depuis maintenant, enfin,
déjà généralement depuis des années, mais qui avait vraiment un peu explosé en termes de visibilité avec 2020, qui était censé être l'année de la BD, sur le statut Oui. des artistes et des auteurs. Qu'est-ce que je peux dire de ça, sachant que j'ai pas véritablement de point de vue vraiment très précis, je peux dire des bêtises. Tout ce qui est demande par rapport au gouvernement, etc., tout ça, à l'État, moi je suis pas foncièrement là-dessus. Je pense pas, je pense que l'État a d'autres priorités, on en parlait. Il y a peut-être des secteurs qui méritent un petit peu plus d'argent directement avant la BD, ne serait-ce que les hôpitaux, l'éducation, etc. Évidemment. La BD, je pense que faudrait plutôt que ce soit les éditeurs qui s'en occupent, ouais, de juste payer mieux et de pas se retrouver à 5000 balles les 400 planches ou les trucs comme ça, comme des scandales que j'ai pu voir à droite à gauche avec des auteurs. Moi, c'est plutôt là où il faut que ça commence. Donc, il faut que ça commence également par réduire la voilure des titres aussi. Alors, c'est facile maintenant que je suis édité, moi, de dire ça, mais peut-être éditer un petit peu moins, quitte à ce qu'il y ait beaucoup moins de titres qui aillent au casse-pipe et qui remplissent juste les bacs pour saturer les librairies, que les libraires n'ont pas le temps de lire et pas le temps de conseiller. Enfin, il y a tout à revoir à partir de ça dans la chaîne de production. Moi, je pense que ça va mal et que faut que ça s'améliore. Mais, entre guillemets, alors, quitte à dire une grosse bêtise, j'aurais presque envie de laisser l'État en dehors de ça. J'ai plutôt envie de dire aux maisons d'édition, bah ouais, traitez mieux vos auteurs, parce que, Que le circuit du livre doit revoir sa façon de fonctionner. bah On ouais, parle beaucoup notamment de la répartition des pourcentages aussi. ouais, je pense également ouais, dessus. Mais bon, ouais, faut faire bouger les lignes. Après, je suis pas du tout spécialiste de ça et je peux aussi dire des grosses bêtises par rapport à ça. Donc voilà, mais je sais que c'est dur par rapport au boulot qu'on fait. Après, moi, je le quitterais pour rien au monde, ce boulot, dans le sens où c'est celui que j'ai toujours eu envie de faire et que envie de faire. Par contre, si je pouvais être un petit peu plus confortable en le faisant, de pas avoir à faire 3 boulots en même temps Hmm. pour pouvoir vivre, bah, ça me ferait plaisir. Ouais. Et Ouais. je suis pas le seul. On va ouvrir pour la conclusion. Le plus chouette dans ton boulot, c'est quoi? Bah, c'est le boulot en lui-même. Moi, j'adore ça. J'adore toutes les parties. À chaque fois, je dis, ah, ça, c'est ma partie préférée. Ça, j'adore et tout. J'adore la phase de recherche au début. Quand on se fait des petits tableaux Pinterest, quand on se fait de la documentation, quand on rouvre les artbooks pour trouver du truc. Là, je suis en plein dedans en ce moment où je regarde des trucs. Je regarde comme c'est un truc qui se passe au collège dans une époque pas définie, mais bon, relativement moderne. J'essaye de regarder comment est la mode maintenant chez les gamins. De voir que, enfin chez les ados, de voir que les années 90 sont revenus depuis quelques années à la mode, c'est quand les gros fut, les gros, ça m'éclate. En fait, c'est le moment où on se cultive. Donc c'est vraiment une période qui m'éclate. Après, tout ce qui est écriture, storyboard, tout ça, ça me plaît aussi. Couleur aussi, j'aime énormément. Ça arrive en bout de chaîne, mais donc en général, on est éreinté. Mais c'est un super moment à faire. Moi, j'adore ça, la couleur. Il y a pas mal d'auteurs qui aiment pas ça, Hmm. qui ça les fait chier. Mais ce que je peux comprendre, hein, c'est un autre. Moi, j'adore ça. Ça se travaille comme le dessin et ça. Et on me raconte au moins autant avec la couleur qu'avec le trait, etc. Donc c'est vrai. Ouais, on va dire que c'est les deux parties en bout de chaîne qui m'éclatent le plus. Après, les différentes parties du taf demandent pas du tout la même concentration. Quand j'en suis au line, par exemple, et que, enfin, à l'ancrage et que j'ai simplement à repasser dessus, j'aime bien ce moment-là parce que c'est un peu no brain. Je peux vraiment ancrer. Il y a tout qui est déjà fait. Je suis un peu les lignes. Donc, du coup, là, c'est le festival où je peux écouter des streamers, des podcasts, etc. Quand j'en suis à l'écriture, au découpage ou au storyboard, c'est rien du tout. Même de l'ambiance, je peux pas en écouter, quoi. Donc voilà. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie pour ce temps que tu nous as consacré, Baptiste. Ah, merci beaucoup. Les Lames d'Ashura, donc c'est disponible au label 619 en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Soutenez vos librairies, surtout si on est reconfiné d'ici à ce que le podcast soit mis en ligne. N'oubliez pas également que vous pouvez soutenir le podcast en partageant l'émission, surtout. Bah, ce sera la meilleure chose à faire, à la fois pour le podcast, mais aussi pour Baptiste, pour les travaux du label 619. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!
Et oui, il y a quand même encore un petit après, un after générique. On le fait pas souvent, mais là, on avait envie de le faire. Baptiste, j'avais quand même envie de te poser une question qui est de nature spoiler. C'est pour ça que je l'ai mis après, en toute fin de podcast, pour pas gâcher la lecture à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, si vous n'avez pas encore lu, mais que vous êtes encore là, quittez le podcast immédiatement. Pourquoi il fallait que Haussmann meure? Pour retrouver l'équipe, pour qu'il y ait l'équilibre, simplement. Et pour qu'on retrouve l'équilibre entre... Bah, c'était soit lui, il y passait, soit c'était l'une des deux sœurs, et je pouvais définitivement pas faire passer ni Ikari ni Shota à la fin. Déjà que j'ai eu du mal à me séparer de lui à la fin. Tu peux pas avoir un équilibre pour toi, c'était seulement avec les deux personnages, tu peux pas avoir un trio, ça marche aussi, un triangle, c'est une belle figure quand même. Il fallait qu'il serve un petit peu à quelque chose, Osman, à la fin. C'est un personnage qui prend quasiment pas de décision tout au long de l'aventure. Il en prend une à la fin. Mais il le paye. Et il le paye. Mais c'est un truc récurrent dans les personnages principaux que j'écris. Jean, dans Golden Pass aussi, elle prend pas beaucoup de décisions, elle en prend une à la fin qui l'amène là où on sait. C'est un schéma récurrent. Faudrait que je réfléchisse à pourquoi c'est comme ça dans l'écriture de mes persos. Voilà. Ok, très bien, merci pour ce petit bonus. Salut. Salut.